Une multitude d'espèces vivantes habitent notre planète. Leur diversité, fragile, ne cesse de nous émerveiller. Cette force vitale est pourtant née du chaos, il y a 66 millions d'années. Alors que des géants règnent en maître sur les continents, un monstrueux astéroïde frappe la Terre. L'une des pires catastrophes que notre planète ait jamais connues. Cet apocalypse anéantit les dinosaures tout-puissants. La faune et la flore frôlent l'extinction. Pourtant, un autre monde va naître du feu et de la cendre. Ce monde, c'est le nôtre. Des créatures inattendues vont écrire ce nouveau chapitre de la vie sur Terre. Qui sont ces survivants? Comment ont-ils conquis la planète? Dans un désert aride au cœur du Colorado, une équipe de paléontologues américains et français dirigée par Tyler Leeson a retrouvé dans la roche l'empreinte de leur ascension. C'est ici, à Coral Bluffs, qu'ils percent le mystère de la renaissance de la vie. Coral Bluffs a conservé les meilleures archives fossiles pour comprendre ce qui s'est passé après la dernière extinction de la vie sur Terre. Des fossiles de mammifères, de tortues, de crocodiles, d'oiseaux et de plantes apportent un témoignage extraordinaire de ce souffle de vie émergeant des décombres du règne des dinosaures. En dessous de cette ligne, on trouve énormément de dinosaures fossiles, mais au-dessus, aucun. De précieux vestiges, témoins de l'histoire de la coévolution des espèces au cours du premier million d'années après le cataclysme provoqué par la chute de l'astéroïde. Dans ce paysage hostile, situé à 100 km de Denver, Tyler Leeson est parvenu à ouvrir une fenêtre temporelle exceptionnelle sur le monde des survivants de l'astéroïde. Après une première campagne riche de découvertes en 2016, le paléontologue repart sur le terrain dans l'objectif de découvrir de nouvelles espèces animales et végétales pour décrypter le mécanisme de la reconquête de la vie. C'est définitivement un crâne. Mais un crâne de quoi? C'est une révolution dans le monde de la paléontologie. Jamais avant Tyler Leeson et son équipe, les scientifiques n'avaient identifié en telle quantité des fossiles d'animaux et de plantes datant de cette période, et surtout aussi complets. Oh, tu en as aussi. Waouh! Parmi eux, Borealosuchus le crocodile, Axestémis la tortue, Mésodma le petit mammifère, auquel s'ajoute Asteriornis l'oiseau, retrouvé quant à lui en Europe. J'ai toujours pensé que ces fossiles se trouveraient dans un désert lointain, bien loin de chez moi. Mais avant de partir ailleurs, je me suis dit, va inspecter les roches de ta région. Et c'est ce qui m'a amené ici, à Coral Bluffs. Cet incroyable trésor de fossiles était là, et personne ne l'avait découvert. Ces dernières années, mon équipe et moi avons mis au jour l'enregistrement le plus complet d'un des épisodes les plus sombres de l'histoire de la Terre. Les paléontologues s'approchent ici au plus près de la mémoire de cette fin du monde, gravée dans la roche de Coral Bluffs. Ces ultimes instants où les dinosaures, après 150 millions d'années de règne, ont été anéantis par la chute d'un gigantesque astéroïde mesurant 14 km de diamètre, presque 2 fois le mont Everest. Il y a 66 millions d'années, les rives de Coral Bluffs étaient encore le terrain de chasse du roi des dinosaures,
le Tyrannosaurus rex. Ce fabuleux prédateur maintenait les autres espèces à distance tant son règne était sans partage. Même le puissant Borealosuchus attendait son tour et n'osait pas lui disputer sa proie. Mais du haut de sa toute-puissance, le roi des dinosaures ne mesurait pas le danger annoncé par cette petite lumière dans le ciel. L'astéroïde frappe la Terre au niveau de la péninsule du Yucatan au Mexique, près de l'actuelle ville de Chicxulub. L'impact, 1 milliard de fois plus puissant que la bombe d'Hiroshima, pulvérise des millions de tonnes de roches dans l'atmosphère et projette des pierres en fusion à plus de 100 km d'altitude. Sur ces territoires ravagés par les incendies, tous les géants agonisent. Seules de minuscules créatures terrestres de moins de 500 grammes et de bien plus imposants reptiles aquatiques défient les éléments en furie. Les ténèbres s'abattent sur la Terre dans un ouragan de poussière, de cendres et de débris. 75% des espèces vivantes disparaissent en quelques jours. Un linceul de mort enveloppe la Terre. Seul le souffle des bourrasques de poussière brise ce silence funèbre. Avant l'arrivée de l'équipe de Tyler Leeson, les paléontologues recherchaient depuis très longtemps un site capable de leur révéler les jours d'après le cataclysme. Jusqu'en 2016, ils n'avaient découvert aucun témoignage précis des événements postérieurs à la catastrophe et Coral Bluffs ne semblait pas le site le plus approprié. Alors, comment cette aventure scientifique a-t-elle commencé ? C'est sa passion pour les dinosaures depuis sa plus tendre enfance qui a conduit Tyler Leeson à parcourir le monde à la recherche de fossiles d'animaux ayant survécu au cataclysme de la météorite. À son arrivée au département de paléontologie du musée de sciences et nature de Denver, il a passé au crible les fossiles conservés dans les réserves. Et la chance lui a souri. Voici une partie du crâne d'un mammifère appelé Carciopticus. Il a été trouvé en 2014 par l'une de nos bénévoles, Sharon Milito. J'ai vu ce spécimen peu de temps après avoir obtenu mon poste ici au musée de la nature et des sciences de Denver. Et c'est ce fossile, précisément, qui m'a donné envie d'aller à Coral Bluffs pour voir si je pouvais trouver d'autres crânes de mammifères aussi complets. Suivant son instinct de chasseur de fossiles attisé par cette mâchoire, Tyler demande donc à Sharon Milito de lui indiquer l'endroit où elle l'a trouvé. Devant l'enthousiasme du paléontologue, elle sent que sa découverte pourrait être le point de départ d'une révolution scientifique. Je l'ai repéré juste là, dans une section boueuse du chemin. Il était juste là. C'était la seule concrétion de toute la zone. Tout seul, sur une pierre. Quand je l'ai aperçu, ça ressemblait à rien vu d'en haut. Je l'ai ramassé, puis retourné, et là, j'ai eu un choc. Je pensais pas qu'il s'agissait d'un fossile aussi important. C'était juste le meilleur fossile que j'avais jamais découvert. Les dents n'étaient pas fêlées ni cassées. C'était magique. Et je me suis dit, si Sharon a trouvé un crâne aussi beau, s'il y en a un ici, il doit forcément y en avoir d'autres. Mais pour en trouver d'autres, il faut pouvoir les identifier dans cette immensité de sable et de poussière.
Par chance, le spécimen de mammifère découvert par Sharon Milito conserve un indice fondamental qui permet à Tyler de comprendre où se cachent les fossiles de Coral Bluffs. Ce spécimen est assez spécial parce que toutes les dents sont visibles. Elles dépassent de cette concrétion. Et puis il y a un peu de cette matière de l'autre côté. C'est cet indice qui m'a conduit à fouiller Coral Bluffs pour ramasser des roches identiques et les ouvrir. Mais je ne pensais pas en trouver beaucoup. À l'intérieur d'une gangue de pierre qu'on appelle une concrétion. Voilà où se cachaient les fossiles. Ces concrétions avaient été complètement ignorées lors de précédentes expéditions. Avant Tyler Leeson, personne n'avait découvert la clé du trésor de Coral Bluffs. Salut Tyler. Salut Kirk, comment ça va? Ça fait longtemps. C'est toujours un plaisir. Kirk Johnson, aujourd'hui directeur du Musée national d'histoire naturelle de l'Institut Smithsonian et grand ami de Tyler, a lui aussi parcouru les collines du Bluffs et tenu dans ses mains ces concrétions si caractéristiques. J'ai passé près de 20 ans à fouiller régulièrement Coral Bluffs, à cartographier la géologie, à chercher et collecter des feuilles fossiles. Je savais qu'il y avait des os, car de temps en temps, je trouvais un petit bout d'os ici, un petit bout d'os là. J'ai vu les concrétions, je les ai cassées. Je pensais, c'est rien, je les ai jetés. J'ai certainement jeté un crâne. Ouais. C'est tellement important d'apprendre à regarder un site et à reconnaître les fossiles. Ce que Tyler a réussi à Coral Bluffs est fantastique. Maintenant qu'il sait comment les reconnaître, c'est comme s'il sortait du sol. En perçant le mystère des fossiles de Coral Bluffs, Tyler Leeson a trouvé la clé du coffre au trésor. Mais pour connaître l'histoire de ces survivants, il faut les identifier, les dater, retrouver leur environnement et découvrir comment la vie a rebondi après la chute de l'astéroïde. Pour résoudre cette énigme, le paléontologue rejoint son équipe de spécialistes. Cette période m'a toujours intéressé. J'ai grandi dans le Dakota du Nord, le meilleur endroit pour comprendre l'extinction des dinosaures. Mais là-bas, il y a très peu de choses sur ce qui s'est passé après cette extinction. C'était un mystère, une boîte noire indéchiffrable. Personne ne savait ce qui s'était passé. Depuis une semaine, ils sont à pied d'œuvre sur le terrain pour rechercher un maximum d'indices. Nous avons fait des découvertes intéressantes cette semaine. Voici le tout premier spécimen que Jake a trouvé le premier jour sur le terrain. C'est peut-être un spécimen vraiment important. Nous l'avons trouvé ici, dans Skull Valley. Et puis j'ai ramassé celui-ci l'autre jour. Il était dans une vallée encaissée, couché juste comme ça. En plus de mettre au jour d'autres fossiles d'animaux, il faut aussi récolter des fossiles de plantes pour avoir un aperçu complet de l'environnement et de son évolution. Nous avons trouvé des légumineuses dans cette zone. Les plus anciennes légumineuses jamais trouvées sur Terre. Super. Eh bien, nous avons beaucoup à faire. Antoine et l'équipe vont se rendre dans cette zone pour essayer de déterminer la limite géologique du monde des dinosaures. Et Nathalie et son équipe sont en train d'extraire une tortue géante, juste ici. Donc il n'y a pas de temps à perdre. Allez, c'est parti. Allons-y. Dans un des ravins du Bluffs, des concrétions blanchâtres ont attiré le regard affûté de Tyler Leeson. Le paléontologue a eu l'intuition d'y reconnaître le fossile d'une carapace de tortue géante, affleurant d'une colline frappée par l'érosion. Axestémis, l'une des survivantes de l'astéroïde, pourrait bien se cacher ici. Mais pour l'identifier, il faut commencer par la libérer des entrailles de ces ravins. Briser la roche requiert d'utiliser un lourd matériel de chantier.
c'est la mission du jour pour Nathalie Toth, Jake Wilson et Tyler. Ok les gars, nous sommes arrivés sur le site de la tortue. C'est un spécimen impressionnant. C'est le plus grand animal qui a survécu à l'extinction de masse. Cette tortue avait un diamètre d'environ 1 mètre et aurait pesé 150 kilos. Après 66 millions d'années ensevelies sous la Terre, que peut-il bien rester de cette tortue ancestrale? L'équipe s'attend à découvrir quelques fragments épars d'ossements ou un morceau de carapace. Ils sont loin d'imaginer ce que leur réserve cet amoncellement de sédiments. C'est une excavation délicate. Ce qui ne m'étonne pas vraiment. On a mis au jour des petits morceaux d'os. J'ai hâte de découvrir le reste. Eh bien, nous avons l'arrière de la carapace ici, là où se trouve mon pinceau. J'ai trouvé une partie de la patte avant juste ici. Et Nathalie a trouvé un morceau d'os juste là, qui fait partie du cou, je pense. Où est ce morceau? Ce qui est vraiment excitant, c'est que nous avons trouvé le crâne et la mâchoire inférieure de cette tortue. C'était totalement inattendu il y a seulement quelques heures. Les ossements sont encore difficilement reconnaissables, car entièrement recouverts de cette concrétion si caractéristique. Ici, c'est le crâne de la tortue, là, le bout du museau et l'arrière du crâne. On les voit par en dessous. Et juste à côté ici, c'est la mâchoire inférieure. Elle aussi est à l'envers. Ces 2 points en arrière s'attachent là, sur le crâne. Et le menton de la mâchoire inférieure, ici. Pour protéger le fossile, Nathalie et Jake le recouvrent de plâtre, car l'extraire de la roche requiert les grands moyens, en faisant particulièrement attention à ne pas l'éventrer. Ce n'est qu'au musée de Denver, et avec des outils appropriés, que la couche minérale sera retirée minutieusement, laissant apparaître le squelette de cet animal, vieux de plus de 65 millions d'années. Les tortues sont des animaux incroyablement résilients. Globalement, les espèces qui ont survécu à la chute de l'astéroïde il y a 66 millions d'années possèdent soit un métabolisme lent ou bien étaient petites. Pour les tortues, l'élément fondamental fut leur vie aquatique. Les animaux qui vivaient dans des écosystèmes d'eau douce comme les rivières, les étangs ou les ruisseaux ont remarquablement bien survécu à la catastrophe. Le métabolisme lent d'Axestémis la tortue et son mode de vie aquatique lui ont permis de résister au jour de l'impact de l'astéroïde. Mais elle et les rares survivants ont été soumis pendant près d'1 décennie à des conditions environnementales cauchemardesques, peu propices au développement de la vie. Après l'impact, dans la haute atmosphère, la suie libérée bloque la lumière du Soleil. La planète plonge dans l'obscurité pendant plusieurs années, suivie d'une période de crépuscule. Pour les plantes, la photosynthèse devient quasi impossible. Les continents et les océans se refroidissent. C'est dans cet hiver nucléaire que les survivants font leur premier pas sur le chemin de la résilience. Pendant 150 millions d'années, les dinosaures ont régné en maîtres sur la planète, reléguant les petits mammifères au rang de figurants. Ce sont pourtant les plus petits de ces héros anonymes, comme ici le Mésotma, qui vont repeupler la Terre et donner naissance au monde que nous connaissons. C'est sa vie souterraine qui lui a permis de survivre à la catastrophe. Discret, agile et rapide, dans l'ombre des géants qu'il redoutait, il a longtemps mené une vie de clandestin. Désormais libre, furetant de terrier en terrier, c'est peut-être la toute première fois qu'il croise le chemin d'Axestémis la tortue.
Tapie dans les eaux sombres, elle ne représente aucun danger pour ce petit mammifère survivant. Face à ces écosystèmes meurtris mais renaissants, le monde lui appartient. En plus d'extraire de nouvelles espèces, comme cette tortue Axestémis que l'équipe ramène avec précaution, l'autre mission de cette campagne de fouilles est de pouvoir dater précisément les fossiles afin de comprendre leur évolution. Ok, on le fait descendre. Attention aux doigts. L'équipe choisit de construire une échelle chronologique correspondant aux strates géologiques. Les strates horizontales visibles dans les collines du Bluffs sont la marque du passage du temps. Année après année, millénaire après millénaire, les sédiments se sont déposés en couches successives les unes sur les autres. Ainsi, cette couche caillouteuse s'est formée au fond d'une rivière. Cette dernière s'est déplacée au cours du temps et a déposé par-dessus une berge sablonneuse. Ici, un arbre a poussé sur cette berge. Puis la rivière s'est à nouveau déplacée et l'arbre a été enseveli. Ces sédiments contiennent des informations qui permettent de déterminer la date de leur formation. En connaissant la date des strates, les scientifiques en déduisent l'âge des fossiles contenus dans celle-ci. Pour commencer, il faut identifier la couche qui correspond à la chute de l'astéroïde. Elle fixe la date de 66 millions d'années. Elle contient habituellement les poussières d'un métal, l'iridium, provenant de la météorite qui s'est vaporisée dans l'atmosphère au moment de l'explosion. Mais les rivières qui parcouraient le Coral Bluffs d'il y a 66 millions d'années ont lessivé les sols et emporté dans leur courant toute trace de ces poussières extraterrestres. C'est comme le souffle de l'astéroïde. Exactement, oui. Tyler fait donc appel à un scientifique français, Antoine Bercovici, spécialiste des pollens de plantes. Sa mission est d'identifier cette couche qui existe dans de nombreux endroits de par le monde. Comme ici, sur le site de West Bijou, à moins d'une centaine de kilomètres de Coral Bluffs. Ah, elle est ici. Oui. Ça me surprendra toujours. Donc en dessous, c'est le monde des dinosaures. Et au-dessus, le monde des mammifères. Et juste ici, le bouton de reset biologique. C'est dingue. Et si je pose le doigt sur cette couche, je peux faire pareil partout à travers le monde et pointer ce jour terrible de l'histoire de la Terre. Oui. Afin de se repérer dans la profondeur des temps géologiques, les scientifiques ont construit une échelle chronologique. Découpée tout d'abord en ères, elle est subdivisée ensuite en périodes. Les dinosaures ont régné sur la Terre pendant l'ère secondaire, principalement au cours de deux périodes, le Jurassique, puis le Crétacé. Ces créatures se sont éteintes brusquement à cause de la chute d'un astéroïde, il y a 66 millions d'années. Cette date indique le début de l'ère tertiaire, dont la première période se nomme le Paléogène. L'homme n'est apparu que 66 millions d'années plus tard, au cours du Quaternaire. Cette couche contenant les poussières de la météorite marque la fin du Crétacé, dernière période du monde des dinosaures, et le début du Paléogène, première période de la naissance de notre monde. Les scientifiques appellent cette transition la frontière KPG, pour Crétacé-Paléogène ou limite Crétacé-Tertiaire. Si Tyler Leeson a emmené Antoine Bercovici, spécialiste des pollens, à West Bijou, c'est pour effectuer un prélèvement de cette couche afin d'avoir une référence pour pouvoir analyser le site de Coral Bluffs. Ici, je suis en train d'échantillonner cette coupe de West Bijou pour étudier les successions de spores et de pollen fossiles. Donc je prélève des échantillons de roches, centimètre par centimètre,
pour voir justement où est le niveau d'extinction. Il y a 66 millions d'années, au moment de la chute de l'astéroïde, West Bijou était un marécage où l'eau stagnait. Les poussières d'iridium, résidus de l'astéroïde et flottant dans l'atmosphère, se sont donc déposées en une fine couche. Mais pas seulement. Charriés par les vents, les spores des fougères et des champignons et les pollens des plantes se sont aussi mélangés aux sédiments. Pour un palynologue, cette couche est incroyablement riche en enseignements. On peut la voir ici, sous la forme de ce niveau blanchâtre. Et donc on va pouvoir échantillonner et comparer les flores qui sont en dessous et les flores qui sont au-dessus et voir le niveau d'extinction. À Coral Bluff, on n'a pas la limite Crétacé-Tertiaire directement visible. Donc on va utiliser des microfossiles, les spores et les pollens, pour essayer de la trouver, car il y a une extinction des plantes au niveau de la limite Crétacé-Tertiaire. Et donc certains types de plantes disparaissent. C'est donc en révélant cette strate marquant l'extinction des plantes qu'Antoine Berkovitsi, même en l'absence d'iridium, peut repérer la précieuse barrière KPG, le premier barreau de l'échelle de temps caché dans les collines de Coral Bluffs. Tu as les échantillons? Oui, je les ai tous. On peut rentrer. Allez, en route. Pour construire cette échelle chronologique et en mesurer précisément l'amplitude, il faut retrouver d'autres barreaux. Le géologue Ken Weissenberger dispose pour cela d'un autre outil de datation, le paléomagnétisme. La composition en métal ferreux du noyau de la Terre en fait un aimant gigantesque. Mais tout au long de son histoire, le sens de ces courants magnétiques se sont inversés de nombreuses fois. Les scientifiques ont daté chacune de ces inversions et ils ont créé une échelle de temps de ces changements. Inlassablement à Coral Bluffs, Ken Weissenberger procède à des prélèvements pour déceler les inversions magnétiques qui datent le premier million d'années succédant à la catastrophe. Ici, nous avons du grès contenant des bandes noires de magnétite qui est un aimant naturel. Cette magnétite est présente dans toutes les roches de Coral Bluffs. Chaque morceau de pierre conserve en son cœur l'empreinte de ces inversions. Une information capitale. La magnétite enregistre parfaitement la direction de la boussole au moment où les sédiments ont été déposés. Avec des échantillons prélevés ici, nous pouvons, en laboratoire, débloquer ce signal magnétique d'il y a 65 millions d'années. Dans les strates des collines du Bluffs, les géologues ont ainsi mis au jour deux inversions magnétiques qui encadrent le premier million d'années après la chute de l'astéroïde. Jake, en dessous de ce buisson vert là-bas se trouve une des inversions magnétiques. Nous savons que juste là, les roches sont datées d'environ 300 000 ans après l'extinction des dinosaures. Ah ouais? Ça nous aide à dater les fossiles. D'accord. Une dernière étape va permettre de dater les fossiles en fonction de la localisation GPS de leur découverte. Pour cela, il faut constituer une carte des strates géologiques. En pointant la position GPS d'un fossile récolté sur cette carte, les paléontologues pourront en déterminer l'âge aux milliers d'années près. Mais comment reproduire dans les moindres détails le relief de ces collines creusées par l'érosion? Salut Marc. Tyler, c'est bon de vous revoir. Content de te voir aussi, Matt. Content de vous voir les gars. Avec mon équipe, nous avons travaillé sur la zone située juste derrière vous. Et nous avons trouvé des vertébrés et des plantes vraiment incroyables. Nous aimerions utiliser le drone ici afin d'obtenir de meilleures estimations de l'âge de ces fossiles. Bien sûr, on va faire voler le drone et obtenir de superbes données. Nous pouvons vous aider à mettre en place les contrôles au sol et ensuite nous vous laisserons travailler. Au vu de l'intérêt majeur des découvertes de l'équipe de Tyler Leeson, Mark Bauer et Matthew Burgess de l'USGS, l'Institut d'études géologiques des États-Unis, ont décidé de lui prêter main forte. Ils sont les seuls capables de réaliser cette carte d'une précision allant jusqu'au dixième de centimètre, grâce à l'utilisation d'un drone équipé d'un radar laser topographique.
Pour réaliser une telle prouesse, les géographes posent des repères au sol. Les points zéro ancrent au sol la position de notre imagerie. On pose ce carré, on appuie sur ce bouton et on laisse allumer. À la fin de la journée, on les ramasse. Vous pouvez nous aider en les répartissant sur toute la zone. Bien sûr, allons les placer. Une dernière checklist avant le vol. Il se pourrait que le vent compromette la mission. La vitesse est de 13 miles avec des rafales à 30. On est juste à la limite. Tout le reste est OK. Mark et Matthew décident cependant de procéder au décollage. Ok, armement. Décollage. Rotation. Rotation. Luttant contre le vent, Mark parvient tout de même à balayer avec le drone une surface au sol en forme de carré d'environ 400 mètres de côté. En passant à travers la végétation, la puissance du radar cartographie le relief jusque dans les moindres cailloux. Lorsque la zone est enregistrée, Mark et Matthew recommencent sur un carré adjacent. Je réduis l'altitude. Ok, je ramène le drone. Plusieurs jours de travail vont être nécessaires pour enregistrer l'intégralité des 28 km² du site de Coral Bluffs. À partir des données du drone et après un traitement informatique, Tyler et son équipe vont enfin disposer d'un modèle 3D de la topographie de Coral Bluffs. Un outil sans équivalent pour dater les fossiles. En combinant les données géologiques, la frontière KPG, les deux inversions magnétiques, les géologues peuvent enfin construire l'échelle de temps sur l'ensemble du territoire de Coral Bluffs. Et ainsi, confirmer l'âge des tout premiers fossiles d'animaux et de plantes ayant survécu à la chute de l'astéroïde. Grâce aux données GPS, Tyler peut donc dater de 300 000 ans après le cataclysme cette concrétion qui contient un crâne de mammifère. Chaque année, quand il pleut ou après le dégel de l'hiver, ces concrétions tombent des collines derrière moi et elles roulent vers le bas. Après une averse, nous pouvons les ramasser et parfois, à l'intérieur, il y a d'extraordinaires fossiles comme celui-ci. Il lui reste à déterminer quel animal se cache dans cet écrin minéral. Ce n'est qu'après avoir enlevé la concrétion que ce fossile révélera tous ses secrets. Salut Nathalie. Salut! Voici le crâne que nous avons trouvé. Waouh! Je me demandais si on pouvait le préparer rapidement. L'os est vraiment bien conservé. Alors c'est quoi le plan? Je vais commencer par nettoyer le dessus du crâne pour dégager les os lisses. Ensuite, cette partie de concrétion. Je travaillerai sur les dents en dernier. Ça devrait se préparer assez rapidement. La séparation est bonne. Il y en a pour quelques heures? Ce sera fait d'ici la fin de la journée. Ah ok, bon courage. Merci. En attendant que ce fossile revienne de l'atelier, Tyler en profite pour analyser les extraordinaires vestiges de ces animaux ancestraux. Un fabuleux bestiaire, mis au jour en 2016, et qui ne cesse depuis de s'enrichir de nouvelles espèces à chaque campagne de fouilles. Les fossiles de mammifères sont faciles à distinguer des autres animaux. Et cela simplement grâce aux dents. Celles des mammifères sont très complexes, avec beaucoup de pointes et de bosses, alors que les autres animaux ont des dents très simples.
Les dents de ces mammifères cachent aussi d'autres informations sur leurs habitudes alimentaires. Les mammifères herbivores ont des dents très larges et plates, bien adaptées au broyage et à la transformation de la matière végétale. Alors que les mammifères carnivores, qui mangent de la viande, ont des prémolaires beaucoup plus hautes et pointues pour déchirer la chair. Il y a des fossiles avec une dentition complexe. Cet animal-là a des dents très pointues à l'avant et des dents très plates à l'arrière. Il devait être probablement omnivore. Au-delà de ces restes osseux, à quoi pouvaient bien ressembler tous ces survivants? Tyler, accompagné de Gussie McCracken, paléobotaniste au musée de Denver, en a une idée très précise. Tu veux voir à quoi ressemblent ces mammifères? Oui, bien sûr. Cool, allons-y. Voici une carte en relief de Coral Bluffs. Tu peux voir toutes les collines et les vallées. Ah oui, je reconnais notre zone de recherche. Et cette ligne représente la limite KPG, il y a 66 millions d'années lorsque l'astéroïde a frappé la Terre. Cette ligne sépare le monde des dinosaures de celui d'après. Le monde qui nous a donné naissance, nous les êtres humains. Donc en dessous de cette ligne, on trouve beaucoup de fossiles de dinosaures. Et au-dessus de cette ligne, aucun. Tous ces marqueurs représentent les fossiles que nous avons trouvés. Toutes les plantes et les animaux. Exactement. Tiens, voici l'un des mammifères qui a survécu à l'extinction il y a 66 millions d'années. Difficile de le reconnaître à partir d'une dent. Oui, c'est difficile de le reconnaître. Cette dent fossilisée appartient à un mésodma. Et voici à quoi il ressemblait. On dirait une souris. Oui, il appartient à un groupe appelé les multituberculés. Ces mammifères se sont éteints il y a environ 35 millions d'années. Mésodma mesurait environ 20 cm de long et pesait quelques dizaines de grammes. D'autres multituberculés ont été trouvés dans des terriers, là où Mésodma devait évoluer lui aussi. Ah, dernière chose, il mangeait des plantes mortes et des graines. C'est donc parce qu'il vivait dans des terriers et qu'il était omnivore qu'il a survécu à l'extinction. À l'inverse des animaux spécialisés ne mangeant qu'une seule sorte de plante et qui, eux, ont disparu. Donc les humains descendent de cette lignée? Oh non, nous descendons d'un autre groupe de mammifères appelé les Plesiadapis. Son plus ancien représentant connu s'appelle Purgatorius, du nom de la colline Purgatory Hill, dans le Montana, où il a été retrouvé. Il a vécu immédiatement après l'extinction des dinosaures. Voici une dent de Purgatorius. C'est cette lignée qui a donné naissance aux humains. Et à quoi ressemble le Purgatorius? Eh bien, le voici. Il ne ressemble pas à un primate, plutôt à un écureuil avec une grande queue. Oui, il vivait dans les arbres et était omnivore. Son cycle de reproduction rapide lui a permis de se disperser dans le monde entier. Il a donné naissance à notre espèce Homo sapiens 66 millions d'années plus tard. Tu en montres un autre? Oh, c'est Carciopticus! Tout à fait. J'adore Carciopticus. Il ressemble à un cochon. Absolument. C'est un herbivore et un des premiers membres des ongulés, les mammifères à sabots comme le cheval, la vache ou le cochon. Il est apparu 300 000 ans après la chute de l'astéroïde. Intéressant. C'est à ce moment que nous voyons la flore se diversifier. Et cela inclut le doublement des espèces de la famille des noyers comme les arbres à noix de pécan. Je me demande si ces premiers mammifères mangeaient ces noix riches en nutriments. Carciopticus est tellement plus grand que Mésodma. Certainement. Il a la même taille qu'un petit cochon actuel, environ 35 à 40 kilos. Génial. Tous ces nouveaux fossiles que nous avons découverts à Coral Bluff racontent une histoire fabuleuse. Je me demande ce qu'Ornella va révéler en étudiant leur cavité cérébrale. Moi aussi. Je suis curieux de savoir ce qu'elle va découvrir. Pour en savoir plus sur la raison du succès de l'évolution des mammifères, Tyler Leeson a fait appel à Ornella Bertrand, chercheuse à l'Université d'Édimbourg en Écosse, spécialiste du cerveau de ces animaux. Pour la première fois dans l'histoire de la science, et grâce au site de Coral Bluffs,
elle dispose aujourd'hui de nombreux crânes datant de ce premier million d'années après la chute de l'astéroïde. Avec un outil révolutionnaire, Ornella Bertrand va pouvoir reconstituer la forme de l'encéphale de ces mammifères, vieux de 66 millions d'années. Pour retrouver l'empreinte du cerveau caché à l'intérieur du fossile, Ornella place l'un de ses crânes sur la plateforme d'un scanner à rayons X, situé dans les sous-sols de l'université. Salut Yann. Salut Ornella. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ok, j'allume les rayons X. Voyons ce que nous pouvons voir. Commençons par le faire tourner un peu pour avoir une meilleure vue. Super, on y va. Ok. Sans le découper, le scan CT révèle les parties invisibles de l'intérieur d'un crâne. Grâce à un logiciel d'infographie numérique, Ornella Bertrand reconstruit le fossile en 3 dimensions à partir des milliers de clichés fournis par cet appareil. Alors à la sortie du CT scan, on obtient cette série de tranches. Ici, on en a à peu près 1500. Et grâce à ces tranches qu'on compile ensemble, on obtient un modèle en 3 dimensions de notre spécimen. Après que l'on ait obtenu le crâne en 3 dimensions, on est capable de reconstruire l'empreinte du cerveau à l'intérieur de ce crâne, que l'on voit ici en couleur. Et ensuite, on est capable d'interpréter la forme du cerveau. En comparant ce cerveau avec celui d'espèces vivantes actuelles, Ornella Bertrand reconnaît les zones qui ont des fonctions bien précises. C'est aussi par rapprochement avec des mammifères d'aujourd'hui que la scientifique peut en déduire les comportements de ces animaux d'il y a 66 millions d'années. Alors les mammifères qui ont survécu l'extinction, il semblerait qu'ils n'avaient pas des cerveaux qui ont beaucoup changé par rapport à ces mammifères qui vivaient avant l'extinction. Par exemple, ils avaient des bulbes olfactifs que l'on voit ici, qui n'ont pas beaucoup changé. Donc on peut penser que finalement le sens de l'odorat qui était assez développé chez ces animaux pouvait les aider à trouver leur nourriture et des ressources dont ils avaient besoin pour survivre. Grâce au nombre exceptionnel de fossiles découverts à Coral Bluffs, Ornella Bertrand a découvert l'un des aspects majeurs de la renaissance de la vie après la chute de l'astéroïde. L'analyse des cerveaux révèle que l'évolution de ces mammifères prend un chemin tout à fait étonnant. Alors on s'aperçoit en fait qu'il y a une augmentation de la masse corporelle et de la taille du cerveau, mais que le corps finalement augmente beaucoup plus rapidement que le cerveau. Donc ici, vous pouvez voir qu'on se rend compte que la taille du corps augmente, donc ces animaux sont de plus en plus gros, mais la taille du cerveau, bien sûr, augmente, mais pas assez rapidement. Et donc, vous pouvez vous rendre compte ici que, à la fin, on a un animal qui a un plus petit cerveau par rapport à son corps comparé à celui ici. Cette taille modeste du cerveau des mammifères au cours du premier million d'années après la catastrophe peut s'expliquer par des comportements qui n'ont pas nécessité des capacités très développées. Alors les mammifères qui ont survécu l'extinction, ils avaient une partie du cerveau qui était relativement plus petite par rapport au reste, et c'était le néocortex, qui est le centre où on voit apparaître des comportements complexes. Donc ils n'avaient pas forcément besoin de développer des stratégies complexes pour obtenir la nourriture dont ils avaient besoin, parce que les niches écologiques étaient complètement ouvertes et il n'y avait pas de concurrents finalement. Cette donnée indique que ces survivants ne sont pas encore confrontés à une pression sélective forte et à une compétition farouche entre espèces. Bien sûr, cela ne signifie pas pour autant qu'ils étaient à l'abri des prédateurs, mais de nombreux territoires de vie renaissants et encore vacants s'offraient à eux. Au cours des années de crépuscule qui succèdent à l'obscurité totale de l'hiver nucléaire, les rayons du soleil atteignent à nouveau la surface de la Terre. Les premières formes de végétation reprennent vie. Le succès de l'évolution des mammifères omnivores opportunistes est à ce stade étroitement lié à la renaissance du monde végétal. Mais d'autres espèces y contribuent. En effet, les toutes premières plantes abritent une grande variété d'insectes. Et ces petits animaux constituent une source d'alimentation bien plus riche pour les mammifères.
Grâce à cet apport nutritif riche en protéines, ils vont ainsi commencer à grossir et à grandir. La flore va parallèlement aux animaux faire preuve de résilience. Quelles sont ces plantes qui ont survécu? Et comment se sont-elles développées au cours du premier million d'années après la chute de l'astéroïde? L'aridité des paysages de Coral Bluffs garde en mémoire la richesse de cette flore disparue datant du monde d'après la chute de l'astéroïde. Certaines souches fossilisées témoignent de la luxuriance des forêts de ce début du Paléogène. Mais aussi majestueux que puissent être ces fossiles, ils gardent jalousement tous leurs secrets. Cette magnifique souche d'arbres fossilisés date du Paléogène. On peut facilement imaginer la hauteur de cet arbre lorsqu'il était vivant grâce à la taille impressionnante de son diamètre. Mais en revanche, il est impossible de savoir à quelle espèce il appartenait. Pour découvrir les écosystèmes végétaux de Coral Bluffs, nous devons prélever des feuilles ou des fleurs fossiles, des graines et même du pollen pour déterminer quel type de plantes et d'arbres poussaient ici. Identifier les plantes par leur pollen fossile, c'est l'objectif que s'est donné Antoine Bercovici. Après avoir récolté des échantillons à West Bijou, il part à l'assaut d'une colline de sédiments à Coral Bluffs. Ici, on a des roches argileuses qui sont absolument parfaites pour prélever des fossiles qui sont microscopiques. On va retrouver des centaines de milliers de fossiles de spores et de grains de pollen qu'on pourra analyser. Mais pour cela, il faut ramener ces échantillons au musée de Denver. Dans son laboratoire, le palynologue est déterminé à découvrir les tout premiers instants du renouveau de la vie à Coral Bluffs dans les jours qui suivent la catastrophe. Ici, on va utiliser de l'acide pour dissoudre les minéraux des échantillons qu'on a prélevés sur le terrain pour libérer les spores et les pollens fossiles qui sont prisonnés dans la roche. Visibles uniquement sous la lentille du microscope, ces minuscules particules permettent de reconstruire étape par étape une image très précise de la végétation de ce passé très lointain, en commençant par la période du Crétacé, quelques jours seulement avant la chute de l'astéroïde. Ce qu'on observe dans les échantillons du Crétacé, c'est une flore très diversifiée, avec beaucoup d'espèces de spores et de grains de pollen. Et quand on passe la limite Crétacé-Paléogène, de nombreuses espèces de plantes disparaissent. Et on observe un niveau qui correspond à la chute de l'impact de l'astéroïde, qui contient énormément de fragments de charbon, qui sont le reflet de feux de forêt très importants qui se sont développés sur l'ensemble de la Terre. Après cette couche de charbon, on voit que le couvert végétal revient assez rapidement. Les écosystèmes sont dominés par les fougères. Cette recolonisation va durer à peu près une centaine d'années. Et le couvert végétal va petit à petit revenir sous une forme différente puisque la diversité n'est plus la même. La prédominance des spores de fougères dans les premiers échantillons après la catastrophe indique que ces plantes sont les premières à avoir colonisé la surface de la Terre après l'hiver nucléaire. Les fougères sont apparues sur la planète il y a 400 millions d'années. Elles ont une capacité d'adaptation étonnante, se développant aussi bien sur des sols humides qu'en milieu plus sec, sur des sols rocailleux ou de vieilles souches d'arbres. Ces plantes sont particulièrement résistantes grâce à leur rhizome, c'est-à-dire une tige souterraine qui contient une réserve alimentaire. En temps de crise, comme celle de la limite KPG, ce sont des plantes opportunistes qui profitent de l'espace laissé libre par les espèces anéanties pour proliférer. Ce sont des exemples classiques de plantes dites de catastrophe. Les fougères impulsent donc la reconquête du monde végétal pendant les 100 premières années après la chute de l'astéroïde. Elles vont permettre à la Terre, à l'humus, de se revitaliser. Progressivement, au cours des différents réchauffements,
les graines rescapées de la catastrophe vont y trouver les nutriments nécessaires à leur renaissance. Dans une région encore inexplorée de Coral Bluffs, conservant l'histoire des 300 000 premières années après la catastrophe, Gussie et Antoine poursuivent leur enquête sur les plantes ayant existé juste après l'âge des fougères. Ah oui, c'est juste ici. Prêt à déterrer des feuilles? Oui, on est prêt. Pour y parvenir, ils doivent déblayer plusieurs mètres de roches avant d'atteindre la couche de sédiments riche en espèces végétales. Regarde cette superposition de feuilles de palmier. Waouh! Il y a des palmiers partout. Ah, voici un très beau spécimen. Et quand on soulève cette couche, il y en a une autre au-dessous. Elles sont empilées les unes sur les autres. On peut s'imaginer debout sur les berges de cette rivière et les voir. Les voir flotter à perte de vue. Oui, exactement. Après une centaine d'années, au cœur de cette diversité naissante, les palmiers imposent leur règne après celui des fougères. Et si Antoine et Gussie continuent de creuser, c'est qu'ils veulent découvrir les fameuses fleurs de palmier. On commence à trouver des fossiles de plantes à fleurs. Il y a déjà quelques feuilles. Ouais. Mais les vraies bonnes choses sont en dessous. Nous devrions enlever ces strates pour extraire de larges blocs. Les grandes feuilles ne se trouvent pas sur les petits rochers. Retrouver ces fleurs d'il y a 66 millions d'années est un véritable défi. Fragiles et minuscules, elles sont rarement conservées dans les sédiments. Ah! Oui, ça y est! Ouais. Nous en avons une, regarde. Là. Tu en as aussi? Ces délicates fleurs de palmier sont un des indices les plus émouvants du renouveau de la vie après la catastrophe qui a ravagé la Terre. Tout un écosystème est en train de renaître, car s'il y a des fleurs, il y a des insectes, et bien sûr, des fruits dont les animaux vont pouvoir se nourrir. L'évolution des plantes au cours du premier million d'années du Paléogène est vraiment une histoire de chance et de stratégie de croissance. Si la plante produit beaucoup de graines, alors elle multiplie ses chances de survie. Si cette plante est pollinisée par le vent, elle résistera mieux et prospérera davantage qu'une plante pollinisée par un insecte, car cet insecte a pu disparaître lors de la catastrophe. Mais pourquoi ces palmiers se sont-ils épanouis? Il y en a une autre juste en dessous. Mettant ainsi fin au règne des fougères. Pour le savoir, les paléobotanistes veulent découvrir l'élément clé de l'évolution des plantes. Mais alors, il faut que les feuilles soient entières pour en apprendre davantage sur le climat? C'est exactement ça. Nous examinons le bord ou marge de la feuille. Lorsque nous disposons de toutes les feuilles provenant d'un site particulier, nous comparons la quantité de feuilles à bord lisse avec celle à bord dentelé. Cela nous renseigne sur la température de la strate géologique. Les formes des feuilles renseignent sur l'évolution du climat. Les feuilles à bord lisse poussent plus généralement dans un climat tropical, tandis que celles à bord dentelé dans un climat tempéré. En évaluant leur nombre respectif dans les strates géologiques, on identifie les changements du climat. Pour comprendre le rôle du climat dans l'évolution des végétaux, Gussie décide d'inspecter un site daté entre 500 et 700 000 ans après le cataclysme. Elle espère y découvrir une nouvelle pièce maîtresse du puzzle de la renaissance de la flore. Ici, une espèce d'arbre à fruits à cosse se serait développée lors d'une modification du climat 500 000 ans après la chute de l'astéroïde. Nous sommes ici pour déterrer les plus anciennes légumineuses connues sur Terre. Les légumineuses que nous trouvons à Coral Bluffs sont datées d'environ 65,5 à 65,3 millions d'années. Elles ont poussé environ 500 à 700 000 ans après l'extinction.
Nous assistons à la reconstitution de ces grands écosystèmes du Paléogène et à l'apparition de nouveaux types de plantes dans la région de Coral Bluffs, ici dans le Colorado. Tu peux jeter un œil à celui-là? C'est définitivement un haricot. Bien joué, magnifique. Cette cosse qui ressemble à nos haricots actuels est un des plus incroyables joyaux de l'herbier de Coral Bluffs. Les scientifiques disposent là du plus ancien spécimen de légumineuses découvert à ce jour. Un véritable trésor pour les paléobotanistes. Tous les épisodes du film de la Renaissance de la flore sont ainsi réunis. Lorsque nous examinons les sites chronologiquement proches de l'impact de l'astéroïde, nous constatons une très faible diversité de plantes. Plus on s'éloigne de cette limite dans le temps, plus on a d'espèces végétales. Ceci est également corrélé au climat ici dans le Colorado, au début du Paléogène. Après des intervalles de réchauffement progressif, la diversité végétale est plus élevée. Après une centaine d'années dominées par les fougères, le territoire du Bluffs se réchauffe et les premiers palmiers apparaissent. Au gré d'un deuxième réchauffement progressif autour de 300 000 ans, d'autres espèces se développent, comme les pacaniers ou arbres à noix de pécan. Une troisième vague de réchauffement entre 500 et 700 000 ans permet aux tout premiers arbres à cosses de prospérer, les légumineuses. Après l'hiver nucléaire, la flore se diversifie sous l'impulsion de 3 changements climatiques progressifs. Sur ce même site des légumineuses, Gussie a fait une autre découverte de poids. Tyler rejoint l'équipe, impatient de voir ce nouveau fossile. Bonjour. Hey, qu'est-ce que tu as là, Gussie? Eh bien, nous avons 2 magnifiques troncs de palmiers. Celui-ci et celui-là. Impressionnant. On se croirait en Floride. Ils sont datés du Paléogène, donc c'est après l'extinction qu'ils ont poussé. Wow, ils seront parfaits pour le musée. Tout à fait. La prochaine étape est de les remonter pour ensuite les amener au musée. Simple comme bonjour, hein? Combien penses-tu qu'ils pèsent? Je dirais au moins 125 kilos. À toi de jouer, quel est ton juste prix? Aucune idée, j'ai eu du mal à les basculer toute seule. Ouais. On va y arriver. Oui, on a sorti la tortue, on va sortir ces palmiers. Exactement. Allez. Pour amener ce rocher jusqu'au véhicule, il faut lui faire gravir la colline sur une vingtaine de mètres. Le poids imposant de la pierre, le sol irrégulier et glissant, la forte pente sont autant de paramètres qui rendent cette opération particulièrement délicate. Je pense que c'est le double du poids de la tortue que nous avons ramassée l'autre jour. Et ça me fait peur. Tyler est loin du compte. Ce rocher pèse 4 fois le poids de la tortue, soit plus de 400 kilos. Les membres de l'équipe tentent de porter cette lourde masse à la seule force de leurs muscles. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Je vais peut-être appeler un ami. Ok, c'était un effort courageux. On l'a bougé d'un pied. Malgré l'échec de cette première tentative, Tyler ne s'avoue pas vaincu. Il envoie plusieurs textos afin de trouver une solution. Un ami habitant la région et possédant un buggy muni d'un treuil accepte de les rejoindre pour les aider. C'est toujours un rodéo. Quel que soit le plan que tu as, ça ne marche jamais. Tu dois passer au plan B, et puis au plan C. Mais ça fait partie du plaisir. On en est déjà au plan C. Le plan B était de faire venir Nathalie et Salvador demain. Pour avoir des bras en plus. Mais même si j'aime bien muscler les choses, là, ça ne peut pas marcher.
Il faut un peu d'ingénierie. Alors le plan C, c'est d'appeler Chris qui m'a dit « Ok, je viens ». On les a posés ici, soulevés de ça, mais non, je vais appeler un ami. On va voir ce qu'on peut faire. Peut-être rien, mais peut-être quelque chose. Chris et Tyler comptent sur la puissance du treuil du buggy pour tirer le rocher le long de la pente. Pour faciliter le passage, l'équipe terrasse le sol et aplanit les irrégularités sur le trajet. Après avoir déposé le rocher dans un wagonnet en métal solidement accroché au câble, l'opération peut démarrer. Ça tire trop fort! Le poids du rocher entraîne le buggy vers le précipice. Il faut ancrer le buggy! Est-ce que je dois chercher les sangles? Oui! Il faut absolument le retenir pour éviter que le véhicule ne bascule dans le vide. Après avoir ancré le buggy sur l'imposant 4x4 de Tyler, la remontée du fossile peut enfin reprendre. En s'aidant de baramine, Jack et Tyler guident le wagonnet pour qu'il ne se renverse pas. Après 2 heures d'intense effort, les palmiers vieux de 65 millions d'années sont hissés en haut de la colline. Ce fossile est une vraie révolution pour la science. Ce spécimen change toute la donne. Malgré la fatigue, l'équipe est fière d'avoir réussi. Ce magnifique fossile comblera la curiosité des visiteurs du musée. L'enquête sur la naissance de notre monde continue dans les sous-sols du musée de Denver. Avec toutes ces feuilles ancestrales récoltées, Gussie McCracken est maintenant capable de mettre au jour un monde surprenant de minuscules créatures. Car ces fossiles fourmillent d'indices insoupçonnables pour préciser et confirmer les mécanismes de la renaissance des insectes. J'étudie les dégâts causés par les insectes sur les feuilles fossiles pour répertorier les types d'insectes qui existaient à Coral Bluffs. Il ne reste que les traces de leur comportement, la façon dont ils mangeaient ces plantes. Des trous, des grignotages du bord de la feuille, mais aussi le creusement de galeries à l'intérieur des feuilles. Ainsi, Gussie peut repérer différents types d'insectes à l'origine de ces traces. Au fur et à mesure de la diversification de la flore pendant le premier million d'années après la catastrophe, il y a en parallèle une augmentation et une diversification des insectes. Après l'impact de l'astéroïde, les types de dégâts et leur nombre augmentent. Nous voyons que les communautés d'insectes se reconstruisent, se multiplient et évoluent. Il y a donc une interdépendance entre la diversité des plantes et la diversité du monde des insectes. C'est le phénomène de coévolution. Cette coévolution s'applique-t-elle aussi au monde des vertébrés? Cette mécanique concerne-t-elle tous les fossiles d'animaux découverts à Coral Bluffs? Autant de questions auxquelles l'équipe de Tyler Leeson s'apprête à répondre en analysant leur toute dernière découverte. Salut Lindsay, comment ça va?
Salut Tyler, quoi de neuf? Je voulais te montrer un crâne qui revient juste de la prépa. Waouh, il est génial. En le regardant, on voit qu'il est écrasé. Ici, le museau est un peu enfoncé, mais... Ça m'a l'air facile à fixer. Donc ce serait une bonne idée de le scanner? Ah, c'est clair. Ici, c'est bien conservé. Il doit y avoir quelque chose à l'intérieur. Un autre défi? Super. Je vais l'emmener chez Lockheed Martin et ils le scanneront. Et ensuite, ils t'enverront les données. Parfait. J'espère trouver quelque chose de vraiment intéressant à l'intérieur. C'est au pied des majestueuses montagnes du Colorado, sur le complexe spatial de Lockheed Martin, que Tyler et Gussie se rendent pour scanner le fossile. Ici, sont fabriquées puis testées les pièces du véhicule spatial Orion qui emmènera les prochains astronautes de la mission de la NASA Artemis marcher sur la Lune. Vous allez devenir un de nos clients préférés. Voilà, regardez. J'ai un fossile vraiment top à scanner. Waouh, regardez ça. Qu'en pensez-vous? C'est faisable? Tout à fait faisable. Oui, regardons ça. Il y a environ 1 an et demi, Tyler nous a contactés au sujet de notre équipement ici à Lockheed Martin. Nous lui avons fait visiter nos locaux et nous lui avons montré l'excellent matériel dont nous disposons. Oui, habituellement nous utilisons cet équipement pour des essais non destructifs de matériel spatial ou électronique et même de matériaux composites avancés afin de rechercher tout défaut et de s'assurer de la qualité du matériel fabriqué ici par Lockheed Martin. Toutefois, aujourd'hui, nous faisons une radiographie non destructive de ce fossile pour mettre au jour sa composition interne et l'empreinte de ses organes. Ce CT scan permet d'obtenir une vue 3D et aide le musée dans la poursuite de ses recherches. En mettant au jour les structures internes du crâne, le scan CT permet de déduire la forme de certains organes invisibles à l'œil nu, car ils ont laissé leur empreinte à l'intérieur de l'os. Sur une tablette graphique, Lindsay Duggan détourne à l'aide de son stylet cette empreinte pour ensuite la reconstruire virtuellement en 3D. Voici les images du scanner. Et en les faisant défiler, on commence à voir le modèle 3D se construire. On va y aller très lentement. Vous pouvez voir quelques dents apparaître ici. En jaune, on peut voir l'oreille interne, composée des canaux semi-circulaires, qui sont les organes de l'équilibre, et de la cochlée, qui est l'organe de l'audition. Les canaux semi-circulaires et leurs angulations l'un par rapport à l'autre sont des éléments essentiels pour comprendre comment ces animaux se déplaçaient. En continuant plus loin dans le crâne, nous voyons cette très belle crête sagittale. C'est là que les muscles de la mastication s'attachent sur le crâne de cet animal. Et plus cette crête est grande, plus les muscles sont importants. Et plus les muscles sont importants, plus ils indiquent que ces animaux avaient une force de morsure redoutable. Grâce à toutes ces informations, Tyler est maintenant en mesure de définir les caractéristiques de l'un des plus impressionnants mammifères datant de l'âge des légumineuses. De retour au musée, Tyler est fier de montrer à Gussie le fabuleux fossile d'Eoconodon récemment sorti des roches de Coral Bluffs. Regardons le plus gros mammifère que nous avons trouvé à Coral Bluffs. Bien sûr. Voici Eoconodon. Il est apparu environ 700 000 ans après l'impact de l'astéroïde. Il mangeait probablement des noix ou des légumineuses. Exact. C'est à ce moment-là que les premiers fossiles de légumineuses ont été découverts à Coral Bluffs. À quoi ressemble-t-il? Eh bien, il avait la taille d'un gros loup et pesait environ 70 kilos. Pas étonnant qu'il soit si grand. Ces légumineuses sont pleines de nutriments. Oui, il avait des mâchoires massives et puissantes avec des canines imposantes qui pouvaient facilement écraser l'écosse. Eoconodon, la dernière pièce du puzzle qui vient confirmer l'évolution parallèle entre les plantes et les mammifères. Après 700 000 ans, le paysage de Coral Bluffs a bien changé. Les berges des rivières se couvrent de pacaniers et d'arbres à fruits à cosses. Ils offrent ainsi une niche écologique propice à l'épanouissement des mammifères.
Ces animaux doivent le succès de leur évolution à la richesse nutritive des fruits de ces plantes. Si la flore a elle aussi regagné si vite en vitalité, c'est que les mammifères ont transporté dans leur ventre les graines avant de les rejeter toujours plus loin. La dispersion de leurs excréments, et donc de ces semences, a permis à la flore de coloniser librement de nouveaux territoires. Eoconodon, se nourrissant de légumineuses, constitue l'illustration parfaite du principe de coévolution. Les fossiles de mammifères de Coral Bluffs racontent donc cette incroyable histoire. Au fur et à mesure du temps et des évolutions du climat, les mammifères deviennent de plus en plus gros à la faveur d'une alimentation végétale de plus en plus riche. Mais d'autres animaux ne se sont pas engagés dans cette voie. Parmi les reptiles aquatiques, les tortues ont très peu évolué pendant le premier million d'années après l'astéroïde. Il n'y a pas de grand changement chez les tortues pendant ce premier million d'années. Elles se sont vraiment très bien débrouillées à la limite KPG. Elles existaient d'ailleurs déjà au Crétacé et la plupart ont survécu pendant le Paléogène. Elles ne se souciaient pas vraiment qu'un astéroïde géant vienne frapper la Terre. Pour elles, c'était comme d'habitude. Si on ne regardait que les tortues, on ne verrait pas qu'il y a eu une extinction de masse, car seulement 1 ou 2 espèces ont disparu lors de cette catastrophe. Sur le site de Coral Bluffs, Tyler Leeson a mis au jour une autre famille de reptiles aquatiques. Apparus il y a 167 millions d'années pendant le règne des dinosaures, les crocodiles ont très peu évolué depuis. D'habitude, ces concrétions ont une forme... Plutôt arrondie, oui. Oui, mais pas toujours. Ce que je veux dire, c'est qu'elles ont souvent une forme intéressante. Oui, comme ce petit caillou. Oui. Ces champions de la survie racontent une autre histoire de l'évolution après la chute de l'astéroïde. C'est incroyable. Nous avons ici une partie du squelette d'un crocodilien, mais nous saurons ce qu'il en reste précisément en le ramenant au laboratoire. Nous pourrions en avoir une bonne partie, tout dépend de la taille de ce crocodile. Quel est le secret qui a permis au crocodile de traverser la frontière KPG ? Je pense que ce petit morceau s'insère ici. Ouais. Les crocodiliens, tout comme les tortues, traversent assez bien la limite Crétacé-Paléogène. Car comme elles, ils ont un métabolisme lent. Le fait qu'ils vivent dans des environnements d'eau douce a constitué un facteur important pour leur survie pendant et après le cataclysme. Mais si vous aviez une machine à remonter le temps, il y a 65,3 millions d'années, lorsque ce crocodile était vivant, vous verriez un écosystème très différent, un climat assez semblable à la Floride actuelle. Les crocodiles nageaient dans des rivières et vivaient sur les berges des étangs, un climat chaud et humide, très différent d'aujourd'hui. Après avoir apporté le spécimen au musée de Denver, Tyler est maintenant en mesure d'analyser son squelette et de le comparer avec les autres fossiles de crocodiles. Le nombre impressionnant de représentants de cette famille de reptiles mis au jour dans le Bluffs est une immense richesse pour comprendre comment ces espèces ont évolué pendant le premier million d'années après la chute de l'astéroïde. Sur cette table, nous avons plusieurs fossiles de crocodiliens que nous avons tous trouvés dans les falaises de Coral Bluffs. Il y a les très gros qui font environ 2 mètres de long et ceux qui font probablement moins d'1 mètre de long. Ce que je trouve intéressant, c'est que 3 espèces au moins vivaient ici à Coral Bluffs. C'est un niveau de diversité relativement élevé pour un seul endroit sur la Terre.
Cette diversité des crocodiles montre que cette famille de reptiles aquatiques a bénéficié de la coévolution des écosystèmes renaissants. Vivant au bord des rivières et des lacs de Coral Bluffs, ils n'ont pas cherché à conquérir d'autres territoires malgré la disparition des dinosaures. Leur lente évolution, engagée depuis des millions d'années, est restée limitée. Ils n'ont pas été un obstacle aux mammifères qui se sont développés bien plus rapidement. Les reptiles aquatiques, comme les crocodiles et les tortues, sont donc une famille à part. Ils ne participent qu'à la marge de cette coévolution entre plantes et animaux. Bien avant la chute de l'astéroïde, les tortues et les crocodiles ont emprunté un chemin qui les a rendus moins dépendants des évolutions environnementales. Un atout majeur pour résister aux cataclysmes. Une forme de conservatisme qui ne les incite pas à conquérir les niches écologiques laissées vacantes. D'autres espèces vont donc en profiter. Dans le premier million d'années qui suit la chute de l'astéroïde, ce sont les mammifères et les oiseaux qui vont se développer jusqu'à devenir les nouveaux maîtres de la planète. L'équipe des paléontologues continue de fouiller les strates du Bluffs en espérant découvrir un fossile de la grande famille qui manque encore à leur tableau de chasse. Nous continuons à déterrer de nombreux fossiles vraiment incroyables. Des mammifères, des tortues, des crocodiliens. Mais comme vous le savez tous, nous n'avons pas trouvé de fossiles d'oiseaux. J'espère vraiment en découvrir pendant cette saison de fouilles. Tous les paléontologues le savent. Les oiseaux se fossilisent très mal. Leurs os sont creux car adaptés au vol. Quand un oiseau meurt ici, il tombe souvent près d'une rivière et ses os sont alors brassés et transformés en poussière. Mais nous avons retrouvé le fossile d'une plume d'oiseau ici à Coral Bluffs. Et c'est vraiment remarquable. Ce n'est qu'une question de temps avant que nous trouvions d'autres fossiles d'oiseaux à Coral Bluffs. Plus de 11 000 espèces d'oiseaux peuplent les mers et les continents actuels. Cousins du T-Rex, ils font tous partie de cette lignée de dinosaures bipèdes, les théropodes. Mais parmi toutes les espèces d'oiseaux qui vivaient au temps des dinosaures, seules quelques-unes ont survécu à la chute de l'astéroïde. Salut Tyler, comment ça va? Salut Daniel, c'est bon de te voir. Content de te voir comme toujours, ça fait un moment. Quoi de neuf à l'université? Oh, il n'y a rien de nouveau à Cambridge, tout ici est très vieux. Comment ça se passe sur le terrain? Les fouilles se passent très bien. Nous sommes ici depuis 3 semaines maintenant. Nous trouvons beaucoup de belles choses. Daniel Field est paléo-ornithologue à l'université de Cambridge en Angleterre. Ce spécialiste des oiseaux s'intéresse de très près aux découvertes de Coral Bluffs. Tu sais ce que je vais te demander? Ouais, c'est pour ça que je me prépare. On a trouvé tous ces superbes fossiles, mais on n'a pas encore trouvé d'oiseaux. Oh non, pas encore? Mais je sais que vous en trouverez. C'est sûr, nous en trouverons. Récemment, Daniel Field vient de faire une découverte majeure, retraçant l'histoire de la renaissance des oiseaux après la chute de l'astéroïde. Super, j'espère que vous en trouverez un. On se parle plus tard. On se parle plus tard, bye. En recensant dans toutes les collections d'Europe les rares fossiles d'oiseaux, Daniel Field a retrouvé en 2018 un bloc de pierre oublié qui a tout de suite aiguisé sa curiosité.
Ce fossile mérite d'être étudié parce qu'il conserve clairement quelques os d'oiseaux. Vous pouvez voir qu'il y a un os de cuisse cassé sur le dessus et un tibia cassé en dessous. Et nous savons quel âge ont ces roches. Elles ont environ 66,7 millions d'années. Cet oiseau a vécu à la toute fin de l'ère des dinosaures. Il nous raconte à quoi ressemblaient les oiseaux juste avant la chute de l'astéroïde qui a fait disparaître leurs cousins géants, les grands dinosaures. Mais comment parvenir à percer le mystère de ce bloc de pierre? Pour éviter de briser les fragiles ossements de ce volatile antédiluvien, Daniel demande à l'une de ses collègues d'en faire un scan CT. Salut Kate. Salut. Comment ça va? J'ai un fossile pour toi que je voudrais scanner. Ok. Il est assez moche, mais il y a quelques os d'oiseaux qui dépassent. Ce serait intéressant de voir à l'intérieur. Oui, bien sûr. Je serai heureuse de t'aider. Ok. Merci. Daniel a l'intuition que ce morceau de roche contient bien plus d'ossements qu'il n'y paraît. C'est si excitant, non? Quand on a un fossile et qu'on pense qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Ce sera fascinant de regarder ces images après plusieurs heures de scan. Pour le découvrir, Daniel doit analyser les données issues du scan CT dans son laboratoire numérique. Quand on reçoit les données du scanner, voilà ce qu'on observe. On commence à voir l'os, différent par sa forte densité et donc sa luminosité. Il est différent du reste de la roche. Daniel avait vu juste. Cette pierre renferme un trésor venu du fond des temps géologiques. En réglant les paramètres du logiciel, Daniel peut effacer numériquement cette prison minérale et révéler le crâne complet du plus ancien spécimen d'oiseau moderne jamais découvert. La première fois qu'on a effacé la roche de faible densité et qu'on a vu ce crâne nous regarder, mon étudiant en doctorat Won et moi-même n'en croyions pas nos yeux. Ça a été un choc. C'était très excitant. Nous avons immédiatement compris que ce fossile était très important car il pouvait nous offrir des informations qu'aucun autre fossile n'a jamais pu fournir. C'était fascinant et l'un des moments les plus passionnants de ma carrière scientifique. Ce fossile inédit va permettre de comprendre pourquoi ces premiers oiseaux modernes ont conquis le ciel après la chute de l'astéroïde. Ce fossile est extraordinaire car il présente plusieurs caractéristiques révélant son appartenance au groupe des oiseaux modernes. La plus évidente est le fait qu'il n'a pas de dents. Le registre fossile nous apprend que les oiseaux archaïques ont conservé des dents jusqu'à l'avènement des oiseaux modernes. De plus, ce fossile a un bec très similaire à celui des oiseaux généralistes actuels. Cela suggère qu'ils mangeaient presque tout ce qu'ils pouvaient trouver. Ce genre de flexibilité a sûrement aidé les oiseaux survivants à traverser la crise KPG. Nous pensons qu'ils devaient avoir la taille d'une petite perdrix, ce qui est considérablement plus petit que la moyenne des oiseaux archaïques qui étaient présents lors de la chute de l'astéroïde. Et si on regarde les os des pattes de ce fossile, ils sont relativement étroits et relativement longs. Ce sont des caractéristiques que nous associons aujourd'hui à un mode de vie sur le sol, et non dans les arbres. Asteriornis, le nom de ce petit oiseau, fait partie de la lignée ancestrale qui a très probablement donné naissance à la famille de nos poules et nos canards d'aujourd'hui. Les oiseaux modernes sont la seule lignée de dinosaures qui a survécu à la chute de l'astéroïde. Il existe environ 11 000 espèces vivantes d'oiseaux, ce qui nous indique qu'il existe 11 000 espèces vivantes de dinosaures. Asteriornis se nourrissait d'insectes, de vers, de graines ou possiblement d'œufs de tortue. Il possédait la capacité de voler, mais nichait dans des abris terrestres.
Grâce à sa petite taille et son mode de vie, il est l'une des rares espèces d'oiseaux à ne pas avoir souffert de la disparition des arbres. L'aventure scientifique de Tyler Leeson et de son équipe est loin d'être terminée, tant ce site recèle encore des trésors insoupçonnés, d'autres espèces à découvrir. Et si les grandes lignes de cette histoire sont maintenant connues, les paléontologues continuent de fouiller la Terre, inlassablement, pour affiner le récit de la naissance de notre monde. Il y a de l'os dans celui-là aussi. Et de l'émail dentaire. Les grands fossiles sont faciles à trouver, mais les petits sont vraiment difficiles à repérer. J'en ai découvert que 3 ou 4. Tous les autres crânes de mammifères, plus d'une douzaine, sont tous des grands. C'est une coupe d'un crâne de mammifère, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je vois. C'est dur, c'est mystérieux. Je peux le lécher pour trouver l'émail? Je l'ai déjà léché. Waouh! Incroyable, les mammifères sont partout. Ramenons-le au labo. C'est vraiment incroyable. Le site de Coral Bluffs nous livre l'histoire de l'incroyable résistance et du renouveau de la vie au cours du premier million d'années qui a suivi la disparition des dinosaures. Une fabuleuse découverte qui vient enfin répondre à l'une des interrogations majeures de la science depuis la découverte du premier fossile de dinosaure en 1822. Cette résilience n'aurait été possible sans une étroite complémentarité entre le monde végétal et le monde animal, à la faveur des oscillations du climat. Chacun participant directement au succès de l'autre. Coral Bluffs dessine ainsi le tiercé gagnant de la coévolution à l'origine de cette résilience. Tout est raconté dans les pierres du Colorado. Ce phénomène a donné naissance à la richesse de la biodiversité actuelle. Après la chute de l'astéroïde qui a mis fin au règne des dinosaures il y a 66 millions d'années, s'ouvrait l'ère des mammifères. L'histoire de ces survivants est aussi la nôtre. Comme les dinosaures à leur époque, nous sommes aujourd'hui l'espèce dominante sur Terre. Mais ce règne est menacé, car il est intimement lié à celui des plantes, des forêts et de tous les êtres vivants. Il nous appartient d'en prendre soin.